équipes, et puis en évolution d'ailleurs, mais pour l'instant 3 équipes, avec une équipe de physico-chimie des aliments, dans lesquelles on parle de physique, de chimie, de biochimie, de biophysique. Une équipe Valmis, qui s'intéresse au vin, aux aliments, à la microbiologie, au stress, et qui est en fait une équipe de biologie, génétique, microbiologie, écologie microbienne. Et enfin, une équipe de procédés microbiologiques et biotechnologiques, qui s'intéresse à la dimension industrielle et donc au génie des procédés, à la biotechnologie. L'ensemble, en fait, c'est à 63 actuellement chercheurs, environ une vingtaine de personnels de soutien, ingénieurs, techniciens, administratifs, et 48 doctorants. Donc, si on ajoute les stagiaires, etc., c'est à peu près 150 collaborateurs qui travaillent dans le laboratoire. Ce laboratoire, en fait, il a réuni toutes ces équipes autour d'un seul objectif, les travaux de recherche scientifique sur les aliments et le vin. Donc, je vais rapidement passer les spécialités des 3 équipes, sachant que celle qui est principalement impliquée aujourd'hui, c'est l'équipe de physico-chimie des aliments et j'ai écrit PCAC, c'est PCAV, physico-chimie des aliments et du vin, et que nous avons la chance d'avoir son directeur, Thomas Karboviak, qui vous en parlera certainement mieux que moi tout à l'heure. Donc, c'est une équipe en fait qui fonctionne sur des disciplines que sont la physique et la chimie et la biochimie, et qui en fait s'intéresse en particulier à des thématiques qui se prêtent assez facilement au transfert des connaissances, avec l'idée d'améliorer et de valoriser les ressources naturelles et de concevoir des matériaux durables, avec l'idée d'étudier l'impact des procédés sur la qualité des aliments et des matériaux qui sont au contact des aliments, et qui s'intéresse tout particulièrement à la stabilité oxydative, probablement phénomène, en tout cas un des contributeurs, j'imagine, au vieillissement des produits alimentaires et du vin. L'équipe de procédés microbiologiques et biotechnologiques est davantage tournée sur le développement de procédés innovants qui servent à détruire les mauvais micro-organismes sans altérer les aliments, c'est-à-dire ce qui est nutritionnel ou ce qui a du goût dans l'aliment. C'est une équipe qui a aussi pour objectif de préserver, de détecter des ferments qui peuvent être des produits tout à fait, enfin des ingrédients biologiques tout à fait intéressants pour élaborer des produits alimentaires. Enfin, l'équipe Valmis, qui est très historiquement centrée sur le vin et qui en fait travaille sur 2 axes, la compréhension finalement de la réponse des micro-organismes qui sont dans le vin, puisque le vin c'est finalement de l'éthanol, c'est beaucoup de produits, des conditions physico-chimiques très stressantes. Et puis, qui a ouvert récemment une thématique extrêmement importante, c'est le microbiote des produits alimentaires et du vin, c'est-à-dire s'intéresser à la diversité des micro-organismes dans les aliments. On a tendance à réduire finalement ces micro-organismes à la levure, par exemple, pour le vin. En réalité, il y a des levures et puis il y a des bactéries avec des levures, et c'est probablement ça qui explique la typicité, la qualité, le lien au terroir d'un produit comme le vin. Donc finalement, un panel extrêmement étendu de disciplines qui vont de l'échelle atomique ou pratiquement moléculaire, avec ces notions de diffusion, interaction, diversité moléculaire, jusqu'à l'échelle des réactions entre les molécules qui composent les aliments. Et puis petit à petit, on intègre donc la dimension biologique avec le rôle que jouent les micro-organismes dans les aliments. Et puis, comme je vous l'ai dit, là, carrément la notion de population de micro-organismes, de microbiote des aliments et du vin. Ça veut donc dire que toutes les disciplines qui sont réunies à travers les 3 équipes du laboratoire eh bien, peuvent converger avec un objectif commun qui est de comprendre des phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui déterminent la qualité des aliments et du vin pour développer de nouveaux produits ou les améliorer et pour développer de nouvelles solutions ou de nouveaux procédés. C'est en fait cette richesse de compétences centrée sur cet objectif qui est la qualité des aliments et du vin nous permet en fait d'être en phase avec des attentes sociétales extrêmement fortes. J'ai repris ici les principaux mots-clés qui sont liés à la qualité des aliments: nutrition, santé, sécurité, mode de vie, développement durable, bien-être, plaisir. Toutes ces notions, on essaie d'agréger autour de ce qu'on pense être la qualité des aliments et du vin. Je vous ai listé ici très rapidement des grands projets dans lesquels beaucoup des activités en fait, du laboratoire peuvent se regrouper. Préserver les aliments, le vin, les micro-organismes. J'imagine que là aussi, il y a quelque chose fortement en lien avec ce que vous allez voir aujourd'hui et ce dont vous allez discuter. Une meilleure utilisation de la flore microbienne d'intérêt. Je crois qu'il y a aussi des liens puisque des collègues ont récemment sélectionné des souches de levure qui évitent de faire appel aux sulfites, par exemple, pour les vins. Et donc, les sulfites sont aussi utilisés pour prolonger, en quelque sorte, la durée de vie des vins.
La fonctionnalisation à travers notamment un travail important réalisé sur les emballages en leur donnant des fonctions actives et des fonctions intelligentes. J'ai l'impression que là aussi c'est en lien avec le vieillissement potentiellement. La maîtrise des risques alimentaires, effectivement, potentiellement de nombreux éléments, qu'ils soient biologiques ou chimiques, peuvent créer des problèmes de sécurité vis-à-vis de l'alimentation et du vin. Et de ce fait-là, je crois que là aussi, il y a un sujet commun avec les notions de vieillissement. Et puis enfin, on a une touche très particulière. Nous sommes attachés à l'éco-conception, c'est-à-dire à l'idée de développer des solutions qui peuvent apporter des arguments pour dire en fait que ce que nous faisons réduit l'impact sur l'environnement des pratiques de transformation, de production des aliments et du vin. Je terminerai rapidement sur cette idée que nous sommes extrêmement attachés au rayonnement scientifique de nos travaux. Et j'ai l'habitude de dire en ce moment que chaque jour, 5 à 6 publications dans le monde font référence aux travaux du laboratoire et que ceci est en tout cas pour moi, c'est une source de grande fierté, que nous sommes actuellement positionnés dans le classement de Shanghai à travers la qualité de cette production scientifique et que j'en suis également très fier, dans un domaine qui s'appelle le Food Science and Technology, qui me semble du coup totalement phasé avec la thématique de cet après-midi. Et qu'actuellement, nous sommes le 2e laboratoire au niveau national et entre la 50e et 75e place mondiale en ce qui concerne les sciences des aliments et la technologie des aliments. Je termine cette présentation en abordant quelque chose qui est à la frontière en fait du laboratoire, mais qui correspond à des structures qui sont nées par des activités des chercheurs, en particulier de Thomas Kerboviak ici, et donc qui concerne la construction de plateaux qui rassemblent des outils extrêmement pointus. Et comme l'a dit Thomas, des outils qui sont à la fois des outils de recherche pour le monde académique, mais aussi des outils qui sont mis à disposition à travers des collaborations et des partenariats avec les partenaires socio-économiques. De ce fait, ici, un plateau extrêmement important qui s'appelle DIVA, Développement, Innovation, Vigne, Vin, Aliments, dans lequel vous trouverez un assortiment d'outils qui probablement permettront de répondre à beaucoup de vos interrogations, qui vous permettront d'analyser la situation, mais je pense que Thomas y reviendra. Et enfin, je mentionne aussi l'existence d'un 2e plateau, qui est un plateau d'imagerie et de spectroscopie, qui est particulièrement construit pour certains de ces dispositifs, pour étudier l'évolution ou caractériser la structure des aliments, qui est généralement une structure très complexe. Et donc, on a ici des outils de microscopie qui sont très, très pointus et qui sont en fait des outils qui ne détruisent pas les échantillons. Donc, ce n'est pas de la microscopie électronique, c'est de la microscopie où on ne découpe pas l'échantillon, mais on est capable de le trancher un petit peu comme quand on va passer notre scanner ou notre IRM. Et donc, c'est des outils extrêmement coûteux, mais qui là aussi peuvent présenter un intérêt majeur. Ça permet d'aller observer l'aliment jusqu'aux dimensions microscopiques. Et c'est toujours très intéressant de regarder les aliments à cette échelle-là aussi. Je termine. Donc, il y a un petit listing des instruments, mais comme la présentation, je pense, vous sera diffusée, vous retrouverez l'autre plateau, je ne l'ai pas détaillé parce que Thomas, j'imagine, va vous apporter des éléments et puis il y a la plaquette qu'Adrien vous donnera. Pour le plateau d'imagerie, j'ai listé les équipements et puis j'ai mis surtout le nom des personnes à contacter sur la première slide. Si vous avez des questions, des intentions d'observation, n'hésitez pas. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi de travail à toutes et à tous. Et puis, donc, on essaie de maintenir activement un site Internet au niveau de l'UMRPAM. Bon, il ne faut pas vous le cacher, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent tous les jours au laboratoire et puis c'est très coûteux, finalement, de dépenser de l'énergie à ça. Mais globalement, il y a quand même les principaux éléments d'actualité. Vous trouverez des informations sur les équipes et sur nos capacités scientifiques et techniques. Et donc, je vous ai mis ce petit logo, enfin ce petit QR code, et puis donc le nom du site de l'UMR. Vous y trouverez certainement quelques éléments qui peuvent vous apporter des informations complémentaires. Merci beaucoup. Merci. On a travaillé bien. Merci. Bon appétit. Bien, donc on va continuer pour cet après-midi donc avec la thématique qui vous intéressait pour aujourd'hui, donc qui était l'importance des études de vieillissement.
Et derrière, j'ai rajouté « et leurs difficultés », puisque c'est toutes les difficultés qu'on va essayer de mesurer ensemble aujourd'hui. Alors, on va en balayer certaines, et vous savez, et vous imaginerez bien qu'il y en a bien d'autres derrière. Donc, c'est ce qu'on va essayer de prendre en considération un peu les grands contours d'une étude de vieillissement et les principales difficultés, finalement, qui ont trait à ce type d'étude. Un peu quels que soient les types de produits, hein, parce que je n'ai pas fait par type de produit, ce qui n'aurait pas tellement eu de sens. Mais après, chaque étude va être spécifique d'un type de produit, c'est ce qu'on pourra décliner. Donc, comme Laurent Bonnet vous l'a expliqué, donc dans l'UMR-PAM, donc vous avez trois équipes de recherche. Et au sein de l'équipe physico-chimie des aliments et du vin, donc on travaille sur les sciences des aliments et du vin, d'un point de vue donc analyse physique, analyse chimique des produits. Et ça englobe également la dimension packaging. Et donc ça, c'est intéressant aujourd'hui d'en discuter aussi, puisque dans les études de vieillissement de produits, on vend en général des produits qui sont emballés. Et la place de l'emballage est capitale à considérer pour les études de vieillissement. C'est un des éléments clés. Dans le laboratoire, donc pour compléter un peu ce qu'a dit Laurent, donc on travaille donc sur la valorisation des ressources naturelles. On retrouve un certain nombre dans ces thématiques sur les études de vieillissement, sur les emballages, qui peuvent être les enrobages à la frontière entre les aliments et la pharmaceutique, les emballages actifs et intelligents, donc Laurent l'avait mentionné, le lien entre les propriétés et la durée de vie des produits alimentaires, donc ça c'est vraiment ce qui va nous prendre un peu de temps aujourd'hui, et également donc la dimension vieillissement, ça peut être vieillissement des matériaux aussi, et les aspects recyclage, qui sont aussi, à l'heure actuelle, largement considérés quand on fait des études, et notamment des études de cycle de vie pour voir comment on va jusqu'au bout aussi du produit. Je n'aborderai pas tout ça aujourd'hui, hein, bien sûr, c'était pour vous montrer aussi les compétences autour de ce thème en particulier, parce qu'on en a d'autres aussi qu'on développe, mais autour de ce thème, les compétences du laboratoire. Alors pour aujourd'hui, j'ai découpé en quatre temps. Je vais essayer d'être assez rapide, hein. Il nous faudrait beaucoup plus qu'une demi-heure pour bien discuter ensemble des études de vieillissement. Mais on va donc faire en 4 étapes. Donc tout d'abord, est-ce qu'on peut donner une définition de la durée de vie? C'est très délicat. Une qui ne vaut pas grand-chose finalement, c'est de dire ça va être la frontière, le temps qui va séparer un aliment qu'on considère non acceptable, enfin acceptable jusqu'à non acceptable. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et donc, c'est une définition qui ne convient pas très bien. Mais finalement, on va voir le sens qu'elle va prendre par la suite. La définition de la durée de vie, ça dépend également qui on est. Et on va avoir des définitions différentes de la durée de vie, si on est du point de vue du consommateur, du distributeur, ça peut être également au niveau de la R&D, où on va envisager quelque chose, et au niveau de la chaîne logistique, où ce sera encore une autre... on va voir chacun des définitions, finalement, de ce que va être la durée de vie, et chacun a un peu sa propre définition qui nous arrange. On peut également voir ça sous l'angle socio-économique. Là, on va voir souvent des facteurs qui sont très subjectifs pour définir la durée de vie. Et nous, ce qui nous intéresse, bien souvent, quand on est du côté plutôt R&D, ou alors changement de formule ou emballage, ça va être de trouver des critères qui, eux, sont objectifs et qui ne changent pas. Et c'est là tout l'enjeu aussi de bien déterminer, finalement, ce que va être la durée de vie du produit par rapport à la définition des critères objectifs qu'on va poser. On regarde côté réglementaire, cette fois. Est-ce que c'est encadré, finalement, par des textes réglementaires, cette notion de durée de vie ? Il y a eu des tentatives de définition depuis les années 70, donc c'est ce qu'on peut voir ici sur cette première définition. Je ne vais pas revenir sur la définition entièrement, mais ce qu'on peut voir au départ, dans les années 70, on parlait de qualité satisfaisante dans la définition, de valeur nutritionnelle, de goût, de texture, d'apparence. Étonnamment, on entrevoit qu'il manque quelques critères quand même. Petit à petit, ça a évolué. On a parlé ici de sécurité, donc dans les années 90, l'aspect sensoriel, qui transparaissait un petit peu avant, et surtout ici de contamination microbiologique, de développement microbiologique, qui vont aussi être un des facteurs clés qui peuvent déterminer la fin de durée de vie. Et valeur nutritionnelle, on l'avait déjà. Et puis plus récemment, donc là vous voyez ces textes réglementaires ici, c'est en 2005, et depuis les années 2000 déjà, on a
défini au niveau européen, donc il y a un cadre réglementaire qui définit également et qui encadre la durée de vie, donc avec la dénomination obligatoire qu'on doit poser sur les produits, donc le fameux use by ou la date de durabilité minimale qui a donc anciennement DLUO et qui a changé au niveau de la réglementation. Donc c'est traduit ici au niveau européen par une réglementation. La plus récente ici nous dit que finalement on a différentes catégories d'aliments par rapport à la durée de vie. Certains avec des durées de vie de moins de 3 mois, ce qu'on doit mentionner dans ces cas-là, c'est le jour et le mois. Pour des aliments dont la durée de vie va être entre 3 et 18 mois, ce sera le mois et l'année, et supérieur à 18 mois, ça va être l'année. Bon, en général, finalement, ce qu'on voit dans la pratique, c'est le jour, le mois, l'année qui est mentionné dans la plupart des cas. Et donc, par rapport à cette notion ici de qualité acceptable, donc la qualité acceptable, on va surtout en parler quand on va utiliser la date de durabilité minimale. Et pour les produits qui, eux, vont poser des questions de sécurité sanitaire, à ce moment-là, ça c'est sans surprise aussi, c'est la date limite de consommation. Et donc là, c'est le use by en anglais. Toujours dans les définitions, donc ça c'est des petits rappels, mais c'est bien quand même de reposer le cadre réglementaire pour ce qu'il est, en tout cas pour la définition de la durée de vie. On verra que pour les tests de vieillissement accéléré, c'est plus flou, mais ici pour la durée de vie, donc il y a un cadre réglementaire qui existe. Ce qui est intéressant de voir également, c'est qu'on peut définir une durée de vie qui est dite primaire, et donc une durée de vie qui est dite secondaire également. Donc on a ici sur ce graphique, ce qui est représenté, c'est la qualité du produit alimentaire, avec une limite qu'on va définir comme acceptable, et ça qu'on définit en interne comme acceptable. Là, il n'y a pas de texte réglementaire pour vous aider, malheureusement. Et bien souvent, on a une diminution de la qualité au cours du temps. Alors, je dis bien souvent, ce n'est pas toujours vrai. Pour certains produits, on peut avoir un optimum de consommation. Et pour certains, très rarement, on n'a pas de date limite non plus d'utilisation. C'est le cas du vin, par exemple, sur lequel on travaille aussi dans l'équipe. Et là on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais on va être dans le cadre où on va chercher, par contre, à avoir un optimum de consommation. Et là, c'est souvent sujet à débat aussi. C'est pas si facile que ça. Donc, parfois, on a une courbe avec un optimum. C'est le cas aussi de certains fruits et légumes, hein, par exemple. Prenez la banane, vous avez un optimum. Vous n'avez pas une diminution dans le temps. Et pour définir donc la durée de vie primaire, on va définir ici une limite qu'on va considérer ici comme inacceptable à franchir, quel que soit le critère retenu, hein, que ce soit un critère de texture, que ce soit un critère sensoriel, nutritionnel. Donc ça, c'est à vous de le définir en interne. Et le point de rencontre de cette droite avec la courbe de qualité nous donnera ici la durée de vie qui est dite donc primaire. Bien souvent, et maintenant on voit apparaître sur certains produits, une durée de vie qui est dite secondaire. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération pour certains produits, typiquement des produits secs ou semi-humides, des produits qu'on va ouvrir puis refermer au niveau de l'emballage, bien souvent. Et là, on va définir une durée de vie qui est dite secondaire. C'est pour aider aussi le consommateur. Alors, typiquement, on prenait un produit très local, hein, ça peut être la moutarde, où on va ouvrir le produit. Là, on le laisse aussi à température ambiante, puis on le restocke en général en froid positif. Et donc là, on a une durée de vie qui correspond à l'utilisation du produit. On va définir une durée de vie secondaire, ou qui est dite période après ouverture. Donc on ouvre l'emballage, et à ce moment-là, on enclenche des mécanismes interactionnels qui sont accélérés. Et on peut définir aussi une durée de vie secondaire, et on peut l'indiquer aussi sur le produit. Donc vous verrez un certain nombre de produits, vous avez cette mention-là, c'est une durée de vie donc, qui est dite secondaire. Ça, c'est plus récent dans l'alimentaire, c'est déjà utilisé depuis très longtemps dans la cosmétique. Dans la cosmétique, ça s'appelle PAO, Period After Opening, et ça se traduit pareil en français, c'est merveilleux, période après ouverture. Et ça, c'est encadré déjà dans la réglementation cosmétique. Et pour les cosmétiques, alors là, on a des durées de vie qui sont en général de 3 ans, avec à peu près les mêmes formulations qu'en agroalimentaire. Donc, ça veut dire qu'on travaille aussi la formulation en conséquence pour tenir 3 ans sur un gel. Mais j'en dirai pas plus. Et on
on définit dans ces cas-là aussi une période après ouverture, puisque c'est un produit qui est destiné à être ouvert puis refermé, stocké à température ambiante en général. Et bien souvent, donc, on a 36 mois pour la durée de vie donc, primaire de ce produit, et on passe à 12 mois quand il s'agit d'une durée de vie secondaire ou appelée période après ouverture dans le cas de la cosmétique. Voilà, donc le parallèle est assez intéressant. On a un concept qui existait déjà sur d'autres produits. Pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple du café. Alors bien que la consommation est fortement changée avec des dosettes ou des capsules, mais sur un paquet de café, typiquement on est sur 8 à 18 mois de durée de vie primaire, un stockage à 25 degrés, et on passe à 20 à 30 jours une fois le paquet ouvert, donc ça c'est la durée de vie secondaire. Donc ça peut être intéressant à mentionner pour l'utilisation de certains produits pour le consommateur. Voilà, donc ça c'était pour faire un petit rappel donc, sur les définitions de la durée de vie. Alors, je dis bien les définitions, hein, parce qu'on voit on est arrivé à plusieurs définitions. Et ensuite, on va voir donc, les facteurs ici qui affectent la durée de vie. Alors ça, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette partie-là, mais juste vous les évoquer. Donc, on va voir des facteurs qui sont liés aux produits alimentaires, bien sûr, des facteurs qui sont liés à l'emballage et des facteurs qui vont être liés à l'environnement, c'est-à-dire toutes les conditions environnementales que va subir le produit durant sa durée de vie, donc depuis la production jusqu'à la consommation, donc en passant par toutes les opérations de stockage et de transport. On retrouve différentes catégories de produits avec différentes durées de vie. Donc ici, c'est aussi sans surprise, donc je ne vais pas m'attarder sur cette diapo-là. Donc vous retrouverez certains de vos produits alimentaires ici que vous produisez. Certains qui sont très faiblement transformés, donc qui sont dits périssables avec des très courtes durées de vie, et d'autres qui subissent des traitements doux ou qui possèdent déjà notamment des antioxydants qui sont présents ou des antimicrobiens qui vont avoir des durées de vie moyennes courte à moyenne, on va dire, et puis d'autres après on se décale ici sur des produits type stérilisés, d'autres qui contiennent beaucoup d'additifs qui permettent, de conservateurs notamment, qui permettent d'étendre la durée de vie. Donc ici, des produits plutôt stables avec des longues durées de vie. Et après, ce qui est important, vous avez la meilleure connaissance, je pense, des produits en interne, c'est de bien définir les facteurs qui vont être prépondérants ici par rapport à la stabilité du produit. Donc, qui peuvent être le pH, qui peut être l'activité de l'eau. Donc là, avec les courbes qui sont assez classiques et bien connues sur l'effet de l'activité de l'eau sur le développement des micro-organismes. Ça peut être le potentiel redox, ça peut être la quantité d'oxygène et la formulation, donc notamment avec des additifs type conservateur qui vont permettre de jouer sur la stabilité. Sur la partie donc facteurs environnementaux, donc là c'est important de prendre en compte aussi les différents facteurs que va rencontrer le produit durant la totalité ici de sa durée de vie finalement, depuis la production jusqu'à la consommation, avec les conditions lumineuses, la composition en gaz de l'espace de tête, ça peut être l'humidité relative, les températures de stockage et également toute la partie transport. Donc, pour certains tests de vieillissement accéléré, vous avez des tables d'agitation qui permettent de mimer le transport. C'est des études aussi mécaniques sur les palettes. Enfin, voilà, il y a différents tests qui peuvent être mis en place pour mimer aussi les conditions environnementales d'un point de vue effet mécanique aussi. Dernier point, donc on aborde l'emballage. Je vais passer cette diapositive pour gagner un petit peu de temps. Donc, au niveau de l'emballage, le but, c'est aussi d'aider finalement à augmenter la durée de vie du produit, de l'emballer. Et l'emballage face au transport, on se rend compte que quand on fait des tests de vieillissement accéléré, bien souvent, on va choisir de travailler en augmentant la température. Et donc, quand on parlait tout à l'heure des conditions environnementales, alors ici, vous reverrez mieux sur la présentation, je pense, une fois qu'elle vous sera diffusée. Mais il y a des travaux qui s'intéressent. Alors souvent, c'était traité en interne en entreprise pour essayer de tracer un peu les conditions de température que subissait un produit durant le transport. Et donc, on trouve maintenant des études qui sont publiées aussi. Et on se rend compte que dans les containers, dans le transport maritime, on atteint très facilement les 50 degrés. Donc, la condition de 50 degrés pour un test de vieillissement accéléré, elle n'est pas du tout aberrante, mais elle est rencontrée très classiquement dans
dans le transport, l'acheminement des produits en container maritime. Et là, avec des écarts de température jour-nuit qui sont extrêmement importants aussi, comme on peut le voir ici. Un autre point qui peut être à prendre en compte dans certains cas, c'est également la durée de vie que peut avoir l'emballage en lui-même. Et donc, il y a une orientation qui est la voie remplacement de certains matériaux d'emballage par des matériaux qui peuvent être biodégradables, voire compostables. Et dans ce cas, en fonction du type de produit qui est emballé, on peut aussi avoir de la réactivité. Si je prends un exemple classique, c'est l'acide polylactique, qui va s'hydrolyser en acide lactique. Donc, ça veut dire hydrolyse, c'est réaction avec l'eau. Si on a un produit plutôt humide au contact, ça veut dire que l'emballage va résister un certain temps avant de démarrer aussi à des réactions d'hydrolyse, donc de rupture de chaîne. Donc, on aura aussi une durée de vie, un concept de durée de vie qui s'étend à l'emballage. Donc là, on aura une durée de vie du produit emballé. On peut avoir une durée de vie de l'emballage également quand il s'agit d'emballage, où on s'oriente vers des emballages biodégradables, voire compostables. Voilà, donc un ensemble de facteurs que j'ai passé un petit peu vite sur le produit, l'environnement et l'emballage qui sont à prendre en compte quand on veut considérer ici un test de vieillissement accéléré pour prédire une durée de vie. Ensuite, une troisième partie, c'est finalement comment étudier cette durée de vie. Et comment étudier la durée de vie? On va passer sur des tests de vieillissement accéléré. On peut s'en passer si on veut, mais en général, on peut attendre longtemps sur certains produits alimentaires. Ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Donc nous, au laboratoire, ça nous arrive aussi de dérouler des tests de vieillissement accéléré qui se passent sur 2 ans. Et je dis bien accéléré, donc notamment pour le vin, là où on a des études sur du très long terme. C'est une particularité. Et sinon, on va essayer de réduire les tests de durée de vie sur des échelles de quelques mois, voire de quelques semaines, quelques jours, ça dépend là, il faut vraiment avoir des durées de vie courtes. Et pour ce faire, on va jouer sur différentes conditions. Donc, quand est-ce qu'on va s'intéresser à un test de durée de vie? Donc, souvent, c'est des développements de nouveaux produits, soit des changements de formulation, soit des changements de matériaux d'emballage. Ça peut être également changement d'ingrédients, de fournisseurs, changement dans les conditions de stockage ou de transport, ou ça peut être tout simplement parce qu'on veut refaire aussi un test, parce que ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait, ou parce qu'on avait choisi une durée de vie à un moment donné, et puis on se pose la question pourquoi c'est cette durée de vie qui a été choisie, et on veut réétudier ça de façon un peu plus correcte et se baser sur une étude en amont, parce qu'on ne sait plus si elle a été faite ou pas. Donc voilà, il y a énormément de raisons qui vont motiver ici un test de durée de vie. Donc globalement, le schéma va être le suivant. C'est, on va dire, en trois étapes qu'on va procéder, avec une première étape qui va être la plus critique, en fait. Et ici, c'est d'identifier on parlait tout à l'heure de limite d'acceptabilité, ce qui veut tout dire ou rien dire. Et ici, ça, c'est extrêmement important, c'est de bien définir, c'est le facteur critique qui va déterminer la fin de durée de vie du produit. Pour un même produit, vous pouvez avoir une limite qui va être différente d'un de vos concurrents. Et ce n'est pas pour autant qu'elle est mal choisie, mais vous pouvez partir sur un critère qui est un critère de texture, un critère qui est un critère sensoriel, un critère de couleur, et pour un critère microbiologique. Et c'est vraiment là, c'est le point crucial dans l'étude, c'est de bien définir ici le facteur qu'on va considérer comme limitant. Il y en aura beaucoup, puisque les produits alimentaires, en général, vous avez une multitude de réactions. Ce n'est pas une seule réaction, et là, ce serait trop facile. Alors, sauf si c'est un suivi vitaminique, et vous dites, moi, mon critère limite, effectivement, c'est un facteur nutritionnel, c'est la vitamine B12, c'est la vitamine C dans mon produit. Je suis la dégradation de cette vitamine, et c'est mon critère limitant. Donc là, c'est le cas super facile. Cinétique chimique, on applique les lois de la cinétique chimique, et on s'en sort. Mais dans bien des cas, c'est pas que ça va être multicritère. Et c'est à vous de choisir. En cinétique chimique, on dirait c'est l'étape cinétiquement limitante. Donc le reflet finalement de ce qui se passe dans le produit, c'est le reflet de cette étape limitante. Donc là, c'est à vous de choisir ce critère que vous allez suivre
après au cours du temps. Donc, on a parlé des vitamines, mais ça peut être aussi des dégradations microbiologiques. Ça peut être une mesure de teneur en eau, ça peut être une mesure de texture. Et pour un même facteur, vous pouvez l'étudier après sous différents angles. Si c'est un produit qui est sensible à l'eau, vous pouvez très bien étudier le développement de micro-organismes, ou faire une mesure d'activité de l'eau, ou une mesure de teneur en eau, ou une mesure de texture, et peut-être que les 3 ou les 4 auront du sens. Donc là, c'est vraiment à vous de bien définir en interne ce facteur critique par rapport à la limite d'acceptabilité que vous jugerez ici comme limite acceptable ou non pour le produit en fin de durée de vie. Et donc ici, on a vu, c'est de bien se poser les questions aussi, finalement, après, sur toutes les conditions que va subir le produit durant sa durée de vie, donc notamment durant le transport, de bien lister. Donc les conditions en température, humidité, ça c'est souvent pris en compte. La lumière également, puisque maintenant on fait aussi de plus en plus d'études de vieillissement accéléré par rapport à la photooxydation. Un exemple, c'était les champagnes qui sont vendus, donc les champagnes rosés notamment ont pris beaucoup de place sur le marché ces dernières années, et ça a joliment été appelé goût de lumière. C'est de la photooxydation qu'on a au travers du verre blanc par rapport au verre teinté. Donc ça c'est un exemple pour vous montrer, mais on pourra en prendre plein d'autres sur les colorants dans les boissons aussi, où on peut avoir des effets de photooxydation suite à l'exposition simplement sur les linéaires. Donc on peut aussi mimer finalement le vieillissement par rapport à un critère qu'on va juger limite ici, qui est la photooxydation. Donc là, ça dépend encore, ça va dépendre du produit, ce critère-là. Et ensuite, soit on a du temps et puis on fait des tests dans les conditions réelles que subit le produit, soit on va essayer de les accélérer, bien sûr. Alors pour les accélérer, on peut choisir différents critères. Je vous ai parlé de la lumière, effectivement, qui est moins choisie que d'autres. Ça peut être l'humidité, et bien souvent, c'est la température. Donc, pour la quasi-totalité des tests qui sont réalisés, on va accélérer en augmentant la température. Et là encore, c'est vos connaissances sur le produit qui vont primer pour pouvoir définir ici les températures limites qui vont avoir du sens par rapport aux tests de vieillissement accéléré. Et ensuite, donc on utilise classiquement, ce qui est représenté ici, c'est la loi d'Arrhenius. Donc, on fait différentes expériences, au moins, donc en général, à 3 températures supérieures à la température ambiante, pour pouvoir après extrapoler à une température plus faible, qui va être la température ici de conservation du produit, soit à l'ambiance, soit en froid positif. Et donc ça c'est assez classique, et ça permet d'estimer ici donc la durée de vie du produit. Alors, je ne détaille pas ce principe. Dans l'agroalimentaire, vous trouvez aussi parfois la loi du Q10, qui est aussi un rapport log, comme la loi d'Arrhenius, pour suivre l'accélération, pour modéliser l'accélération des phénomènes. La loi d'Arrhenius, je sais que ça fait parfois peur à utiliser, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Voilà, c'est une régression linéaire à faire avec un log, et voilà, c'est une petite équation qui permet quand même, qui est semi-empirique, donc elle a quand même un sens physique au départ, et qui permet de modéliser plein de choses. Et notamment, quand je dis plein de choses, ce n'est pas seulement applicable à des études de cinétique chimique, donc à un suivi où on a mesuré parfaitement la concentration d'une molécule au cours du temps, mais ça peut être très bien appliqué à une échelle de dégustation sensorielle entre 1 et 10, et votre critère que vous suivez va aussi suivre finalement une dégradation chimique au cours du temps. Ça va être le reflet de ces mécanismes-là derrière. Et donc, de suivre d'un point de vue sensoriel un produit et puis de réappliquer la loi d'Arrhenius, ça a complètement du sens aussi. Alors ensuite, ici je vous ai plutôt listé, c'est quelles sont ici les difficultés qu'on va avoir avec les tests de vieillissement accéléré. Bien souvent, c'est le mauvais choix de la limite, du critère qu'on va considérer comme limite ici pour le facteur, donc acceptable, non acceptable, ce qui va nous définir la limite. Un mauvais choix ici, ça veut dire qu'on fait la mauvaise étude derrière, et donc là c'est terrible parce qu'on a perdu du temps. Ça peut être des erreurs après dans les procédures analytiques ou sensorielles, ça arrive aussi de temps en temps. Ce qui est à bien considérer, c'est les transitions de phase qu'on peut avoir dans les produits quand on va augmenter notamment la température.
Alors un exemple criant, c'est les produits chocolatés, typiquement, vous montez en température, vous passez le point de fusion du chocolat. Alors, bon, ça c'est facile, hein, sur ces points de fusion des matières grasses, en général on ne fait pas trop d'erreurs, mais on peut avoir aussi sur la transition vitreuse, donc des changements. Quand on passe certaines températures critiques, on peut accélérer les phénomènes de 1000 fois. Et donc là, on comprend l'erreur qu'on fait quand on passe de 10 degrés une transition et qu'on va très fortement accélérer les phénomènes. Ce n'est plus du tout le reflet de ce qui va se passer à une température plus faible. Ce qu'on peut avoir également en fonction de la température, c'est qu'on peut concentrer aussi certaines espèces, notamment quand on travaille à basse température. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir des réactions qui se passent à vitesse supérieure à ce qu'on imaginait dans la phase concentrée. Quand on augmente la température, on peut aussi changer la vitesse à laquelle se produisent différentes réactions. C'est-à-dire que certaines réactions vont s'accélérer plus vite que d'autres quand on va augmenter la température. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui va changer finalement la donne sur votre test de vieillissement accéléré. Pour l'activité de l'eau, ça c'est un cas particulier. Donc l'activité de l'eau des produits secs va augmenter avec la température. Et donc là, on augmentera aussi la vitesse de réaction. La solubilité des gaz, c'est également un point important, notamment pour l'oxydation. Quand j'augmente la température, je vais diminuer la solubilité de l'oxygène. Donc ça veut dire que j'ai moins d'oxygène qu'à température ambiante. Et donc sur des phénomènes d'oxydation, ça peut être également un point critique. Et ensuite, il y a l'aspect emballage qui est à prendre en compte. Donc si on fait des tests de vieillissement avec l'emballage, à ce moment-là, la perméabilité de l'emballage peut également changer en fonction de la température quand on va accélérer le test. Donc, voilà, un certain nombre ici de points donc listés comme critiques quand on fait des tests de vieillissement accéléré. Des questions qu'il faut se poser en fait avant de faire le test sur le choix des températures. Et ensuite, pour finir, je vais le faire aussi assez rapidement, c'est comment prédire la durée de vie. Parce que je ne vais pas vous embêter avec des équations, parce que quand on parle de prédiction, on va parler de modèles, forcément. Et je vais simplement vous en décrire quelques-uns, quelques cas, en fait. Et derrière, l'idée, c'est qu'il ne faut quand même pas avoir peur des équations. C'est qu'il y a souvent pas grand-chose de compliqué. Et voilà, on pourra en discuter après si vous avez besoin. Donc, quelques cas listés ici. Ça peut être une durée de vie. Alors, quand on va estimer la durée de vie, ça peut être basé sur la dégradation chimique ou microbiologique. On considère simplement le produit. On peut aussi se dire, mais je considère simplement l'emballage. Mon produit, je le maîtrise bien. Je vais changer simplement sa durée de vie par l'emballage. Donc là, je vais changer la perméabilité de l'emballage. Et forcément, j'aurai un impact sur la durée de vie du produit. Donc ça peut être sur la perméabilité à l'eau, la barrière à la vapeur d'eau, ou la barrière à l'oxygène. Et je peux me servir de ça pour prédire la durée de vie en considérant uniquement l'emballage. Et puis après, je peux coupler les deux. Donc, c'est basé soit sur, pour des produits secs, sur les transferts d'eau au travers de l'emballage, et la propriété qu'a le produit, ici, à se réhydrater. Et donc, à partir d'une certaine teneur en eau, mais on considère soit d'un point de vue microbiologique, soit d'un point de vue changement de texture, qu'on atteint la fin de durée de vie. Et je couple les connaissances produits, les connaissances emballage, et ça me permet d'avoir une prédiction qui est à peu près correcte, parce que j'ai pris en compte finalement les deux aspects. On peut faire la même chose avec l'oxygène, c'est le quatrième point. Si je connais la vitesse à laquelle s'oxyde mon produit, je connais la propriété barrière de l'emballage, avec les deux, en combinant les deux, mais je peux prédire aussi la durée de vie. Et dans certains cas, c'est le dernier cas, on peut avoir aussi des durées de vie qui sont basées sur la migration. Ça, c'est ce que nous dit aussi la réglementation emballage, hein, d'ailleurs, où les matériaux qui sont mis sur le marché, en fait, ont subi ici des tests de migration, et donc on a prédit aussi, au travers de contacts avec des milieux simulants, qu'on était dans des conditions de sécurité sanitaire. Donc derrière, j'ai relisté, mais je ne vais pas redétailler ici avec vous. Si on a simplement de la dégradation chimique, on peut appliquer les lois de la cinétique chimique. Donc je suis une diminution de concentration, et ça c'est lié à une constante de vitesse et la concentration du produit. Et donc je peux retrouver des temps qui correspondent à la durée de vie.
je suis simplement ici ce qui se passe dans le produit. Ça, c'est des croissances microbiennes. Donc, ceux qui font de la microbiologie s'y retrouveront. Même chose, c'est-à-dire que je suis capable de prédire ici un temps à partir duquel j'atteindrai une certaine croissance microbienne dans le produit. Donc, je peux aussi m'en servir, c'est-à-dire pour faire de la prédiction. Ensuite, on peut utiliser les propriétés du matériau d'emballage. Donc là, on va définir une durée de vie comme le maximum de quantité d'eau ou de quantité d'oxygène qui va être tolérée par le produit par rapport aux propriétés barrières de l'emballage. Et donc ça, même chose, donc on a un temps qu'on retrouve ici, une quantité maximum tolérée par le produit, on retrouve l'épaisseur de l'emballage, sa perméabilité, la différence de pression de part et d'autre et la surface. Et donc à partir de ça, moi, je peux aussi, donc ça vous l'avez sur une fiche technique emballage typiquement, et à partir de ces données-là, si vous connaissez donc la quantité d'eau que le produit est capable de tolérer jusqu'à atteindre cette limite maxi que vous avez définie, ou la quantité d'oxygène de la même façon, ça veut dire qu'on peut prédire aussi le temps que va finalement que l'emballage va permettre de limiter ce transfert. Et donc on peut calculer ce temps jusqu'auquel on va avoir une quantité délivrée dans le produit. Ensuite, on peut coupler les capacités de réhydratation du produit, les capacités barrières de l'emballage, on couple les deux, et puis on arrive ici à un modèle qui est plus réaliste. Donc là, je ne voulais pas détailler parce que sinon, ça fait une équation qui est plus compliquée. Mais il n'y a pas grand-chose comme paramètre au fond, et on retrouve assez facilement finalement comment l'utiliser pour faire de la modélisation. Un dernier cas ici, donc c'est la quantité d'oxygène typiquement que j'ai dans l'espace de tête. J'ai un produit qui est sensible à l'oxydation. Donc je vais prendre en compte les propriétés barrières de l'emballage, la réaction par le produit, la quantité de produit emballé, et le temps ici, ça va être la durée de vie que je vais pouvoir atteindre. Donc voilà, on a des petits outils de prédiction qui peuvent permettre d'aller modéliser une durée de vie. Et enfin, bon là je passe, là c'est pour la partie migration, c'est un cas un peu à part sur des aspects qui peuvent être toxicologiques cette fois, où c'est la migration de composés depuis l'emballage vers l'aliment qui peuvent poser problème, où on peut aussi estimer ce temps, ici pour des molécules qui vont présenter un danger. Voilà, donc ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était un cadre un peu général pour les durées de vie. C'était difficile de répondre, il y a eu des questions très spécifiques. Mais vous voyez que les questions très spécifiques produits, en fait, il faut bien se poser la question, c'est pour le critère qu'on va juger comme limite pour la fin de durée de vie. Donc ça, c'est vraiment un des points clés dans la détermination ici soit de la DDM, soit de la DLC. Et derrière, il n'y a pas une solution unique à appliquer. Il n'y a pas de texte réglementaire. Il y a une norme américaine, il y a une norme ASTM qui nous dit ici, effectivement, pour les tests de vieillissement accéléré, mais finalement, il n'y a rien dedans parce qu'on ne peut pas l'appliquer. Ce n'est pas applicable à tous les types de produits. Et donc là, il faut bien réfléchir par rapport à sa problématique produit, par rapport aux matériaux qu'on utilise aussi pour l'emballer, et après pour définir les bons paramètres en fait pour mettre en place un test de vieillissement accéléré. Donc ça c'est souvent des réflexions au cas par cas. Nous on le fait aussi très régulièrement dans nos projets de recherche quand on développe soit des nouveaux produits, soit des nouveaux matériaux d'emballage pour définir aussi ces durées de vie. Voilà, donc ce que je voulais un peu partager avec vous, c'est ces réflexions et puis cette trame générale un peu sur les tests de vieillissement accéléré et les difficultés, les limites, surtout qu'on peut avoir dans certains cas. Voilà, je vous remercie. Et donc, on peut passer un temps de questions. Alors, je ne sais pas comment faire. On peut gérer à distance et en présentiel ou garder les questions en présentiel pour plus tard pour la visite. Je ne sais pas ce qui est prévu. On va commencer par le présentiel. Pendant ce temps-là, à distance. À distance, on vous invite à mettre vos questions dans le chat. Si vous nous entendez toujours. J'espère. Donc, s'il y a des questions dans la salle, on va juste répéter la question qu'il l'entend de micro. Et puis, comme ça, tu t'enchaînes avec. Est-ce que vous avez des questions? C'était un cours accéléré sur les tests de vieillissement accéléré. Dans la demi-heure, ce n'était pas possible de faire autrement.
Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y en a une. Est-ce que vous proposez un service de test accéléré? Alors après, ça c'est à discuter en fonction des projets. On le fait de temps en temps sur des projets, soit des projets de recherche, soit des projets plus appliqués. Et oui, ça nous est déjà arrivé de le faire. Donc on peut le faire en température, en lumière. On travaille aussi parfois avec la pression. Donc après, on développe aussi à façon, oui. Donc pour ceux qui vont faire la visite du laboratoire, effectivement, on a beaucoup d'enceintes de stockage un peu partout, parce que dans tous nos projets, quasiment, on a des tests de vieillissement à faire aussi. Pour un vieillissement accéléré, la sécurité alimentaire de l'aliment doit être choisie avant tout autre critère. Oui, ça c'est vrai. Donc je ne vais pas présenter. En anglais, on utilise souvent les termes de shelf life pour la durée de vie, c'est ce que vous avez eu ici, et safe life aussi. Et bien souvent, on se prend une marge de sécurité en dessous de la safe life, où là, on va avoir un critère de sécurité sanitaire. Bien souvent, là, c'est les produits qui sont sensibles d'un point de vue microbiologique, où on va bien se mettre en dessous et donc pour prendre une marge de sécurité. Donc le critère numéro 1, quand on a un problème microbiologique, c'est bien souvent celui-là qui va guider la durée de vie, ça oui. Avez-vous des connaissances sur l'impact de la mise sous azote en froide positive d'aliments? Là, c'est une question très spécifique sur l'utilisation d'azote sur les produits donc, en froid positif. Ouais. Nous, on l'a jamais traité en direct au laboratoire. Après, on travaille beaucoup sur l'inertage, forcément, pas que pour le vin d'ailleurs, mais pour d'autres produits aussi, mais pas en froid positif. On n'a pas encore travaillé en froid positif là, sur cette problématique-là. Là, on va avoir simplement des solubilités qui sont différentes en 4 degrés à 25 degrés pour les gaz. Donc, je pense que c'est ces facteurs-là qui sont à prendre en compte. J'en ai autre. Quelle est la température recommandée pour un test de vieillissement accéléré pour un biscuit ayant une activité de l'eau inférieure à 0,5? Très, très spécifique aussi. Ça va être très, très difficile de répondre. Il faudrait qu'on voit la composition du produit un peu plus en détail, notamment la matière grasse qui est utilisée aussi par rapport au point de fusion. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Pour rester en deçà des points de fusion, pour ne pas avoir de transformation trop profonde de la structure du produit quand on va monter en température. Donc là, voilà, c'est pour ça que c'est bien souvent, c'est les questions à se poser sur la composition du produit, sur les transitions de phase qu'on va avoir quand on change de température. Dans les températures où classiquement, on va être entre 20 et 50 degrés pour les produits alimentaires quand on va chercher à accélérer. Enfin, entre 30 et 50 quoi, si on cherche à accélérer. Mais donc, très difficile de répondre à la question. C'est les éléments de composition et de connaissance du produit par rapport au changement de transition de phase qu'on va avoir qui sont à prendre en compte. Des banques de données sur les durées de vie approximatives Alors, la question, c'était est-ce qu'il existe des banques de données donc de durée de vie approximative de produits alimentaires? Pas à ma connaissance. Dans le standard américain que j'évoquais, il n'y a rien du tout non plus. Il y a deux pages en fait qui sont des grandes lignes qui vont pas amener grand-chose. Parce qu'il y a du code des usages par produit après, oui. qui conduit forcément la durée de vie moyenne du produit. Mais c'est à chacun de s'assurer que le produit qu'on met sur le marché... Si il comptait à 28 jours, mettre un produit à 60 jours, même s'il est stable, c'est quand même périlleux. Oui,
Oui, parce qu'il faut s'assurer en fait que le produit ne présente pas de risque ici pour la consommation quand on va le commercialiser. Donc dans la détermination de la durée de vie, c'est vraiment ce critère-là qui est à prendre en compte. C'est le critère sécurité, mais en numéro 1. Et ensuite, effectivement, pour certains produits, on pourra avoir des durées de vie beaucoup plus longues, mais l'usage fait que finalement, on ne va pas jusqu'à ces durées de vie-là. Ou parfois aussi, c'est par rapport à la commercialisation, où on ne veut pas dépasser l'année. Parce qu'après, on aura des contraintes avec la distribution. Et donc, c'est l'usage aussi après qui régit aussi la durée de vie, c'est vrai. Si j'ai bien compris, une étude de vieillissement accéléré est difficilement envisageable pour des produits qui sont plutôt frais, puisque, à consommer potentiellement en l'état, quand je dis frais, 0,4 degrés, faire une étude de vieillissement accéléré à 60, ça ne correspond pas du tout, je dirais, à ce que c'est potentiellement... je veux dire, c'est pas applicable. Non, là, ça dénature un produit, ça le détruit, clairement, je ne vois pas comment je peux le traduire sur un produit frais. Bon, on pourrait imaginer de travailler des températures ici plus modérées, mais effectivement, il ne faut pas qu'on rentre un peu dans les limites que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire où on va changer complètement ici les mécanismes réactionnels qui conduisent à la dégradation du produit en fait. Parce qu'il y a un moment donné, l'effet de la température il peut être tellement drastique qu'on va enclencher en fait d'autres mécanismes au niveau du produit qui ne passeront jamais finalement à la température de stockage classique. Potentiellement cuire déjà. Parce qu'on enclenche d'autres mécanismes en fait qui n'auraient pas eu lieu. Donc c'est pas envisageable sur des produits, sur certains produits frais en tout cas. Dans une certaine limite. Voilà, et ça c'est à définir par l'expérience en fait. Il y a tout un volet expérimental derrière que j'ai pas réévoqué, mais à partir du moment où on a défini le facteur qu'on veut étudier, il faut définir avec quel outil on va l'étudier. Donc là, on va voir qu'il y a un certain nombre d'outils qu'on utilise au quotidien. Parfois, on peut aussi se dire, pour remplacer un jury pour un paramètre sensoriel, on va essayer de trouver un paramètre instrumental. J'ai pris l'exemple du changement de texture, où on peut aussi mesurer ça finalement avec pourquoi pas un texturomètre, ou par une simple mesure de teneur en eau. Ça peut être complètement révélateur de ce qui va se passer d'un point de vue changement de texture au niveau sensoriel. Donc, il faut utiliser ce qui est le plus pratique, après, comme outil, puis par rapport aux outils qu'on a à disposition pour suivre. Mais il y a un gros volet expérimental, et puis après, travailler à différentes températures, c'est un coût aussi en temps expérimental et en quantité d'expérience à réaliser. Et parfois, pour des produits qui ont des durées de vie courtes, là, on est dans le cas où il vaut presque mieux, si la durée de vie est raisonnable en temps, c'est réaliser les tests avec les conditions réelles en fait, de température pour le produit. C'est quoi pour vous raisonnable en temps? Ça dépend. Je vais vous poser la question. Au laboratoire, je vous ai dit, nous, on peut aller jusqu'à 2 ans, mais ça dépend des produits. On ne peut pas imaginer ça. Donc, le raisonnable, il est à définir en interne. C'est par rapport à ce que ça va vous coûter en stockage aussi, parce que on peut vite stocker. Je suppose que vous échantillonnez aussi vos produits en cas de problème. On prend vite de la place quand on fait des tests de vieillissement accéléré. Donc là, je peux pas. Ce serait vraiment par rapport à vos contraintes à définir le raisonnable. Nous, on se bat un petit peu pour la place dans les études, effectivement, dans les laboratoires par rapport aux tests. J'ai une question. On parle de plus en plus de produits peu processés ou monoprocessés, donc quelquefois des produits crus. Sur les produits crus, comment peut-on, alors fruits, légumes, peut-être viande, comment peut-on estimer une durée de vie raisonnable? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous parle de température, effectivement, ça ne conviendra pas parce qu'on activera des réactions enzymatiques ou autres ou microbiologiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour estimer? Alors, j'ai peu d'expérience sur les durées de vie de ces produits-là. C'était sur alors la question, je reprends pour tous, c'était sur les fruits et légumes ou les produits faiblement processés. On se retrouve avec des contraintes, finalement, c'est beaucoup la voie enzymatique aussi qui va diriger la fin de durée de vie. On peut travailler en température, mais dans une plage réduite.
Bon, après, on peut jouer beaucoup aussi, c'est sur l'emballage. Et là, pour le coup, là, on travaille aussi sur cette balance, sur la balance de gaz, oxygène, dioxyde de carbone, pour gérer cette durée de vie. Donc là, pas pour accélérer les tests, mais pour optimiser la conservation dans les conditions réelles. Donc là, par contre, là, voilà, nous, notre expérience, elle est plutôt sur la balance de gaz, sur les perméabilités sélectives des matériaux, oxygène, dioxyde de carbone, surtout, ou d'autres conditions d'inertage, parce qu'après, on mesure sur tous les gaz aussi pour les matériaux d'emballage. Donc, on travaille plus sous cet angle-là pour ces produits. Tu avais des... Ah oui, je n'ai pas suivi. Les gens ont posé des questions là. Voilà, on s'était arrêté. Ah, si. Celle-là, elle a été posée. Ouais. Alors, je vais reprendre d'autres questions. Donc, est-ce qu'il est intéressant de faire varier la température ou de se mettre à une température maximale? Là, on est sur deux actions différentes. Donc, soit je choisis différentes températures avec des températures fixes, et là, je pourrais utiliser des modèles mathématiques type loi d'Arrhenius pour estimer la fin de durée de vie. Soit je choisis en interne de mimer ce qui va plutôt se passer, comme on voyait sur les transports en container maritime, avec des variations de température et des cycles. Et là, j'enclenche. Alors, je peux accélérer plus aussi les phénomènes de cette façon-là, avec les cycles, et parfois, c'est effectivement ce qui est choisi. Mais ce qui fait que là, on ne peut plus utiliser de modélisation. Donc, c'est un choix différent dans les tests. Quand on augmente la température, je reprends les autres questions, de X degrés par rapport à la température optimale, on accélère de combien le vieillissement? J'ai plus la suite, mais bon, je vois un peu l'idée de la question. Donc ici, ça c'est parfois on va trouver des éléments de réponse, donc notamment, donc ça c'est la loi d'Arrhenius qui va vous le dire aussi, finalement, c'est la pente de la courbe qu'on va obtenir en fonction de la température, qui va nous dire de combien de fois on accélère le vieillissement. Et parfois, du coup, dans le domaine agroalimentaire, on le retrouve aussi au travers de la loi du Q10, qui est le rapport aussi de la cinétique qu'on a à une température d'élevée de 10 degrés par rapport à une température donc de 10 degrés inférieure. Et donc, ce rapport-là, il nous dit de combien de fois, en fait, on augmente la vitesse de réaction pour un écart de 10 degrés. Donc ça, c'est la loi du Q10 qu'on retrouve parfois en agroalimentaire. Donc, pour certains types de produits, on va le trouver. Et ça peut aller de 2 à 30. Donc là, je n'ai pas de réponse. Ça dépend du type de produit. Donc, par famille de produits, vous pouvez globalement retrouver ces infos-là. Mais après, le test est à refaire sur votre produit en général pour avoir la meilleure prédiction possible. Il y avait encore des questions? Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. Ok. On va enchaîner avec... Oui, donc après, pour la suite, donc, on pourra continuer de rediscuter si vous avez d'autres questions pendant la visite des laboratoires. Et donc, pour les personnes donc, qui sont en distanciel, donc, il y a Adrien Lerbret maintenant qui va vous présenter aussi donc, un certain nombre d'outils qu'on a à disposition justement en laboratoire pour différentes collaborations. Et on va aussi on a sectionné quelques exemples aussi d'études liées à des vieillissements accélérés qu'on peut faire avec ces équipements-là. Voilà, mais je vous remercie et bonne continuation à tous. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de recontacter.
Ok, donc, bonjour à tous. Là, je vais essayer de vous présenter succinctement les activités, les outils de la plateforme et, comme Thomas l'a dit, vous présenter quelques exemples d'études de vieillissement. Donc, la plateforme DIVA, c'est un acronyme pour développement, innovation, vignes, vins, aliments. C'est une des plateformes technologiques du Grand Campus et qui émerge dans 2 des 6 secteurs scientifiques, donc le secteur vignes et vins et le secteur aliments et environnement. Elle est dirigée par Régis Goujon, qui est enseignant-chercheur dans notre équipe. Et la plateforme est décomposée en 2 pôles principaux, un pôle vignes et vins et un pôle aliments, qui résulte de la fusion de la plateforme Enoviti et du plateau RMB pour rhéologie des matériaux biologiques. Donc le pôle vignes et vins est dirigé par Régis Goujon et est développé par Étienne Kaiser, qui est employé par la Science. Son domaine d'expertise, c'est l'étude de la viticulture durable et des vins de qualité. Et pour la partie aliments, notre domaine d'expertise, c'est principalement les produits alimentaires, pharmaceutiques et les emballages. Donc la présentation va être principalement dédiée au pôle aliments de la plateforme. Je vais vous présenter succinctement les activités du pôle vignes et vins. Donc là, c'est pour étudier du sol jusqu'aux produits finis, jusqu'au vin, différentes propriétés. Donc ils ont accès à un domaine expérimental, donc ils peuvent faire croître du vin, étudier les effets des procédés. Il y a toute une partie d'analyse physico-chimique, donc de la métabolimique, qui est une des spécialités de l'équipe. Et après, en collaboration avec d'autres plateformes du Grand Campus, la plateforme a aussi accès à des analyses sensorielles, ou par exemple à des analyses de microbiologie, et également à des analyses du sol sur lequel poussent les vins, par exemple avec la plateforme Gizmo. Et ensuite, pour la partie aliments, donc on a plusieurs dizaines d'équipements pour caractériser les produits sous différentes formes, liquides, gel, poudre ou solides. Donc ça peut être des produits alimentaires, pharmaceutiques ou des emballages. Et les propriétés, ça peut être des propriétés donc rhéologiques, de texture, thermique, les capacités de sorption d'eau dont on a beaucoup parlé. Donc là, par la suite, pour les personnes qui sont à distance, j'ai présenté les différents outils. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque outil a un personnel technique ou un ancien chercheur qui est référent, qui est spécialiste de la technique utilisée. Donc là, je vais vous présenter quelques outils qu'on a. Donc là, on a beaucoup d'outils pour caractériser la rhéologie des produits alimentaires. Donc d'abord, plusieurs viscosimètres pour étudier à la fois des liquides de très faible viscosité, comme le low-vis. Donc là, c'est pour étudier, par exemple, les viscosités comme des alcools. Après, pour les produits, par exemple, ça peut être des sauces, on peut utiliser le rotovisco ici, ou le RVA qui est utilisé beaucoup pour caractériser la gélatinisation de l'amidon et caractériser comme ça l'évolution de la viscosité en fonction de la température. Ensuite, on a des équipements pour caractériser les propriétés viscoélastiques des produits. Donc un rhéomètre dynamique en tonne part et un viscoélasticimètre Vénitravier. Donc là, on va pouvoir caractériser par exemple la formation d'un gel, ça peut être un gel laitier, et également les propriétés, la transition vitreuse en fonction de la température. Donc ces équipements sont équipés de systèmes de maintien de la température, donc on peut travailler de à peu près moins 150 degrés de l'azote liquide jusqu'à plusieurs centaines de degrés, et suivre comme ça l'évolution des produits. Ensuite, comme on en a déjà parlé, on a aussi des produits pour analyser la texture des produits. Donc on a 3 analyseurs de texture, donc avec une gamme assez importante de capteurs de force en fonction de la nature du produit, et aussi toute une série de sondes. Donc on peut caractériser, on peut travailler en compression ou en traction.
avec des différents sons. Donc, par exemple, pour les films, on va tirer sur le film pour voir son seuil de rupture, sa résistance mécanique. Après, on peut regarder on peut faire de la pénétrométrie, regarder l'élasticité, par exemple, de la pâte à pizza, etc. Et ici, j'ai listé quelques propriétés qu'on peut mesurer, par exemple le collant, la fermeté, etc. Ensuite, on a beaucoup d'outils pour caractériser les propriétés thermiques. Donc, on a tout un ensemble de calorimétriques de différentes sensibilités pour caractériser, comme on en a déjà parlé, les transitions de phase des produits. Donc, par exemple, si un produit contient une phase cristalline, on peut pouvoir étudier la fusion de ce produit. Par exemple, s'il contient de l'eau et qui cristallise, on peut voir à quelle température fond l'eau. On peut regarder la fusion de matières grasses, par exemple. Et il y a aussi certains de ces outils, donc c'est des microcalomètres qui sont plus spécifiquement dédiés à l'étude de transition énergétique faible, comme la dénaturation des protéines, par exemple l'obstruction. Et enfin, un caloromètre à titration isotherme qui est hébergé à l'INRA ou CSGA pour étudier, par exemple, les interactions d'arômes avec les protéines. Ensuite, on a aussi des outils pour caractériser les propriétés d'interface ou de tension superficielle, donc un tensiomètre CRUS pour regarder, par exemple, la tension de surface d'un liquide, et un goniomètre qui est représenté en dessous. Et on peut regarder, par exemple, la mouillabilité d'un film. Et le tensiomètre, par exemple, peut servir pour déterminer les concentrations millimolaires critiques d'un surfactant. Pour caractériser les produits en phase liquide, on a un granulomètre laser et un appareil de diffusion dynamique de lumière. Donc ça, c'est pour pouvoir caractériser des particules en solution. Donc le granulomètre laser, ce sera plus pour des tailles de particules entre du dixième de micron jusqu'au millimètre. La diffusion dynamique de lumière, ce sera pour les objets plus petits. Par exemple, on peut regarder la taille de protéines ou d'agrégats de protéines en solution. Là, on en a aussi également beaucoup parlé. On a des outils pour déterminer les capacités d'absorption d'eau. Donc, traditionnellement, on regarde l'absorption d'eau en mettant dans des solutions de sel saturé les produits à conserver, mais on a également un DVS, un Dynamic Vapor Absorption. Donc, c'est une chambre climatique qui régule automatiquement l'humidité relative, et à partir d'une balance ultra haute précision, on peut regarder les variations de poids et suivre ainsi la capacité d'absorption d'eau de poudre ou de produit. On a également beaucoup d'outils spectroscopiques. Donc là, j'en ai fait quelques-uns. Là, sur la photo, c'est une résonance magnétique nucléaire bas champ qui va caractériser les protons. Donc, par exemple, on peut déterminer la teneur en matière grasse d'un produit. On a également un spectropluoromètre pour regarder les propriétés de fluorescence, par exemple un changement de structure de protéines, et également pour faire de la spectroscopie vibrationnelle, un spectromètre infrarouge à transformer de Fourier. Donc je présenterai quelques exemples plus tard. Ensuite, on en a également aussi beaucoup parlé. On a des perméomètres pour regarder la perméabilité de matériaux à différents gaz, vapeur d'eau, oxygène, azote, dioxyde de carbone, et on peut soumettre ces produits à une température donnée et également contrôler l'humidité relative. Ça, c'est surtout important pour les emballages biosourcés, par exemple, qui sont très sensibles en général à l'eau. Et tous ces équipements sont à la fois utilisés pour des projets de recherche académique, donc au sein du UMRPAM, mais ils sont aussi accessibles à tous les laboratoires académiques du Grand Campus, sous forme de collaboration universitaire, également avec des industriels. Donc on a régulièrement des contrats, différents types de contrats avec des industriels de l'agroalimentaire comme Cargill, Nestlé ou d'autres PME, comme je présenterai tout à l'heure. Il y a une partie significative des instruments qui sont utilisés pour la formation des élèves ingénieurs au sein d'AgroSup. Et enfin, on fait également des prestations ponctuelles. Donc en général, c'est des mesures ponctuelles sur les produits. Donc les collaborations avec les partenaires industriels peuvent aller de la prestation simple, donc c'est une mesure en général ponctuelle. Après, ça peut être également sous forme de stage en deuxième année et troisième année des élèves ingénieurs d'AgroSubdivision. Donc là où les étudiants vont réaliser des études bibliographiques, et en troisième année peuvent faire jusqu'à plusieurs semaines d'analyse avec tous les outils de la plateforme sur un projet
posé par un industriel. Ensuite, on peut également faire des contrats d'études où un ingénieur ou un postdoc peuvent être embauchés. Et la collaboration peut aller jusqu'à une testif de 3 ans. Donc, ensuite, j'ai présenté quelques exemples de prestations qui ont été réalisées donc en mettant les différentes techniques en radiologie, calorimétrie. Et la plupart des demandes qu'on a, c'est avec partenaires industriels du département ou de la région, mais on a également régulièrement des demandes de sociétés à l'échelle nationale. Donc, maintenant, je vais vous présenter quelques exemples d'études qu'on est capable de faire. Donc, j'ai essayé de sélectionner des exemples où on parle de vieillissement. Donc, le premier exemple, c'est le suivi du vieillissement de films d'acide polylactique. Donc, qu'on soumet à un vieillissement accéléré, donc on les conserve à une température de 50 degrés. Et on les soumet à différentes humidités relatives. On les suit pendant jusqu'à un peu plus de 2 mois. Et donc, sur la figure ici, on peut suivre l'évolution du poids moléculaire moyen des chaînes d'acide polylactique en fonction du temps et à différentes humidités relatives. Donc, on voit que quand on augmente l'humidité relative, on a une accélération de la diminution du poids moléculaire et qui est due à l'hydrolyse des chaînes d'acide polylactique. Et ensuite, avec les outils de la plateforme, on peut suivre différentes propriétés des films, donc les propriétés barrières avec les perméamètres, mécaniques avec les analyseurs de texture, thermiques avec les calorimètres et de surface, par exemple, avec le goniomètre. Donc là, par exemple, pour montrer l'influence des propriétés de surface, là, ce n'est pas directement un exemple qui est dédié à l'étude du vieillissement, mais les outils que je vais présenter pourraient être utilisés pour suivre le vieillissement de films. Donc ici, on a un composite, donc deux films d'acide polylactique auquel on a intercalé un film de gluten. On a soumis ce film, donc le film d'acide polylactique à un traitement Corona, et on regarde l'effet par goniométrie de ce traitement Corona. Donc on voit que lorsqu'on a une molécule d'eau avant et après le traitement Corona, on a une diminution de l'angle de contact qui est due à un changement de la composante polaire du film et qui est indicatif d'une meilleure adhésion des couches entre PLA et gluten. Et ensuite, ici, on a suivi la perméabilité à l'oxygène de ces composites en fonction de l'épaisseur du film composite. Et on voit que dès qu'on a un intercale entre les deux films de PLA, un film de gluten qui a une épaisseur de 5 micromètres, on diminue de façon drastique la perméabilité à l'oxygène. Donc en intercalant cette film de gluten, on peut à la fois conserver les propriétés mécaniques du PLA, tout en améliorant de manière importante les propriétés de gluten. Tout en améliorant les propriétés barrières du PLA. Donc, ensuite, j'ai sélectionné un exemple. Donc là, c'est des produits extrudés, études du vieillissement de produits extrudés. Donc, c'est des mélanges amidon, saccharose, eau. Donc, c'est des produits extrudés qui ont été ici produits à Sad Science avec des extrudeurs. Et c'est des produits qui contiennent entre 0 et 20% en poids de saccharose et avec différentes teneurs en eau. Et sur ces produits, on a d'abord mesuré les systèmes d'absorption, donc soit avec une solution saturée en sel, soit par le DVS. Ici, c'est un exemple de sorption. Un exemple d'isotherme de sorption, donc la teneur en eau du produit en fonction de l'activité d'eau. Et ensuite, on a stocké ces extrudats dans différentes boîtes pendant jusqu'à 2 ans, à différentes humidités relatives. Et on a suivi comme ça leur module élastique avec les de texture. Donc ici, donc la figure à gauche en bas représente l'évolution du module de rigidité du produit extrudé. Donc on soumet le produit extrudé à une compression, on regarde la résistance à la déformation en fonction de l'humidité relative. Donc on voit que aux fortes humidités relatives, au-delà de 0,5, on a une perte de croustillance du produit.
On voit également, donc la courbe à 2 ans, c'est la courbe en très plein, et la courbe à 2 mois de stockage, c'est la courbe en tiré. On voit aussi que lorsque le produit vieillit, il a une résistance qui est légèrement augmentée à la perte de croustillance, donc lorsqu'il est stocké à une humidité relative importante. Et ensuite, les figures que j'ai représentées ici, donc c'est les figures qui ont été obtenues par imagerie neutronique. Donc c'est pas une technique qui est directement disponible sur la plateforme, mais dont les membres de l'équipe ont un savoir-faire important. Donc c'est et qui sont complémentaires. Donc on a soumis à l'imagerie électronique les produits extrudés. On a pu, après, à partir d'une analyse d'image, remonter à la distribution de taille des pores du produit. Et on peut voir que lorsqu'on stocke le produit à des humidités relatives différentes, on change la taille et la distribution de taille des pores. Donc on peut comme ça avoir l'effet du vieillissement sur la taille des pores. Ensuite, je vais donner un exemple où on regarde la stabilité, donc la stabilité à la fois chimique et physique d'une émulsion huile dans l'eau. Donc ça, c'est de l'huile de poisson, c'est une thèse qui est en partenariat avec Cargill. Où donc la stabilité chimique, ça consiste à suivre faire un suivi de l'oxydation des lipides. Donc là, d'abord par la méthode chimique, donc les anciens chercheurs ont développé un procédé d'extraction pour extraire les lipides et après quantifier le nombre, la quantité de diène conjuguée dans le produit. Donc dans la figure ici, on suit la quantité de diène conjuguée formée en fonction du temps de stockage et on a ajouté un radical libre pour accélérer le vieillissement et également soit des ions fer, donc à différentes concentrations, soit 10-5 molaires, soit 10-3 molaires, et suivi comme ça en fonction du temps. Donc ça, c'est une méthode qui est assez facile parce que pour chaque temps, on doit extraire les lipides des émissions. Donc, et en parallèle, les mesures par spectrographe infrarouge ont été faites. Donc c'est ici ce qui a représenté le spectre infrarouge ici. Donc là, c'est juste un zoom sur une petite section du spectre vibrationnel. Donc, et on voit qu'ici, 2 pics qui sont dus à l'élongation des liaisons CH du produit. Et les 2 pics qu'on voit sont associés au CH qu'on trouve dans les liaisons doubles 6 des diènes. Et on voit comme ça que lorsqu'on stocke le produit, on soumet un vieillissement accéléré le produit pendant 15 jours, on a une diminution de ces pics. Et dans cette étude, les chercheurs ont pu corréler la quantité qui était de diènes formées par extraction des lipides avec le signal obtenu par spectroscopie. Et ensuite, on a aussi également des outils pour regarder la stabilité physique des émissions. Donc, par granulométrie laser, on peut déterminer la taille des particules des émissions. Donc là, c'était des émissions à 20% volume d'huile. Et si, par exemple, il y a la fusion des particules d'huile, on peut regarder comme ça l'augmentation de taille, par exemple. Et on a aussi un outil que je n'ai pas présenté, mais un turbidimètre. Donc, c'est avec lequel on peut suivre différentes transformations du produit. Par exemple, s'il y a des démissions ou des sédimentations, on peut voir le crémage, la sédimentation, la focalisation ou la connaissance de produits. C'est surtout utilisé pour par exemple, les dispersions, les émulsions ou par exemple pour les mousses. Ensuite, le dernier exemple, donc c'est sur le vent. Donc là, on peut également utiliser des méthodes chimiques ou métabolomiques. La méthode chimique, c'est de suivre la quantité de molécules antioxydantes présentes dans le vin. Donc le test classique, c'est analyser la quantité de DPPH, diphénylpicryl hydrazyle, donc qui a une couleur bleu-violet à température ambiante. Donc c'est une molécule radicalaire qui est stable à température ambiante. Et lorsqu'elle est réduite par les molécules antioxydantes, en fait, elle change de couleur. Donc, juste par un suivi par spectrophotométrie, donc en regardant l'absorption à 515 nanomètres environ, de déterminer la quantité d'espèces antioxydantes présentes dans le produit. Ensuite, il y a un chercheur, Nicolas Stock, au sein de notre équipe, qui a synthétisé une sonde
ici, qui peut réagir avec des molécules antioxydantes comme le glutathion qu'on trouve dans le vin. Lorsque ces deux, la sonde et le glutathion, s'associent par liaison covalente, on a de la fluorescence et qu'on peut suivre avec le spectrofluorimètre. Donc on peut corréler comme ça l'intensité de fluorescence à la quantité de glutathion qu'il y avait dans le vin. Ensuite, et enfin, on peut suivre le vieillissement du vin par une analyse métabolique. Donc ça, c'est une des spécialités de la plateforme, surtout la plateforme Vinivin Diva. Donc là, c'est une analyse non ciblée d'un produit chimique en phase liquide. Donc c'est la chromatographie liquide couplée à la spectroscopie de masse ultra performante. Donc on peut, à partir de la description de masse obtenue, classer les molécules chimiques présentes dans le produit en fonction de leur ratio, par exemple hydrogène sur carbone et oxygène sur carbone. Donc on a des diagrammes comme ça. Donc ici c'est un exemple de Bourgogne Pinot Noir. Et le diamètre des sphères correspond à la proportion de molécules qu'on a. Ici, par exemple, dans cette étude, ils ont fait de la métabolomique sur le Pinot Noir, donc sur une vieille bouteille qu'ils avaient, dont l'âge est inconnu. Ils ont comparé ça avec une autre bouteille de Pinot Noir. On peut voir qu'il y a une distribution de la composition chimique dans le vin. Ça, c'est beaucoup utilisé pour suivre des millésimes du vin ou regarder, par exemple, l'effet du climat ou du terroir sur le vin. Donc, et pour finir, là, si vous souhaitez faire des analyses, plutôt sur la partie Vinivin, vous pouvez contacter Étienne Kaiser à Science ou moi-même pour la partie aliments. Donc on a, à partir sur le site web de l'UMRPAM, on a une page avec quelques pages dédiées sur la présentation de la plateforme, et on a également une plaquette que je distribuerai aux participants lors de la visite. Donc je vous remercie pour votre attention. Merci Adrien. Alors, comme tout à l'heure dans le chat, merci de mettre vos questions si vous en avez. Et en physique aussi, du coup. Je vous écoute. Là, je sais pas qu'il y a une question. Oui. Donc, là, il y a une question, c'est comment mesurer la croustillance. Donc, en fait, lorsqu'on va soumettre un produit, en fonction de cette teneur-là, donc là, ces propriétés mécaniques vont changer. Donc, plus le produit est croustillant, donc en général, moins il contient d'eau, plus son module de rigidité, donc c'est la force qu'il va falloir soumettre au produit pour le déformer, va être importante. Donc, en suivant comme ça l'évolution du module de rigidité, par exemple, on peut suivre la croustillance. On peut également faire des tests de rupture. Donc, on soumet, ça dépend de la forme du produit, on peut regarder le seuil de déformation à la rupture. Par exemple, si le produit peut se déformer sur de 1%, par exemple, de sa hauteur, par exemple, alors, il va être plus croustillant qu'un produit qui peut se déformer sur 2%, parce que on peut faire. Donc, il y a différentes techniques, ça dépend des produits. Okay. Est-ce que en physique, vous avez des questions? Sur les modes de collaboration avec les entreprises, vous avez parlé de stages, de tests, etc. Est-ce qu'il y a des travaux dirigés par les professeurs, donc s'appuyant sur leur classe ou sur des sous-groupes d'étudiants qui peuvent s'appuyer finalement sur des cas concrets d'entreprise? Oui, alors. On va se mettre là. Donc la question, c'était sur les collaborations académiques au travers de travaux étudiants et des partenariats entreprises. Donc oui, on le fait très régulièrement chaque année avec différents modes de projet en fonction de l'année d'études des étudiants. Donc en deuxième année d'école d'ingénieur au Bac+4, on leur propose des projets qui sont plutôt bibliographiques. Donc si vous avez une question à débroussailler, je ne sais pas, ça peut être réglementaire, ça peut être fouiller les littératures scientifiques. Je ne sais pas, il y avait une question sur l'effet de la stérilisation au rayonnement en bêta sur les radicaux libres formés et donc les initiations d'oxydation. Donc ça, typiquement, ça peut être l'objet d'un projet étudiant. Est-ce que dans la littérature, on va retrouver déjà des informations sur cette problématique-là pour éviter de refaire les mesures?
Donc ça, deuxième année, et c'est toujours, voilà, c'est en connexion sur un projet que vous voulez voilà, plutôt débroussailler d'un point de vue analyse de la littérature, réglementation associée ou autre. Avec peu de volets expérimental, on peut avoir quelques expériences, mais globalement, c'est plutôt d'un point de vue bibliographique. Et après, en dernière année donc d'école d'ingénieur, donc là c'est bac plus 5, donc c'est sur la période septembre à mars, enfin février-mars. Même chose hein, pour les projets bibliographiques, c'est cette période-là. Et donc là, on a des projets en collaboration. Alors, ils ont différentes spécialisations de fin d'études. Ça peut être des projets de R&D, donc la formulation d'un produit alimentaire, développement d'un nouveau produit, changement d'ingrédients, changement de procédé. Voilà, il y a différents cas. Valorisation de matières aussi. Donc ça peut être aussi sous différentes formes, hein, aliments et ou emballage d'ailleurs. Et pour certaines autres options, ça peut être sur les aspects procédés, ça peut être sur les aspects microbio, ça peut être sur des aspects nutrition, et ça peut être sur des aspects emballage. Voilà, donc on couvre différents domaines en fait en fin d'études pour les ingénieurs. Et là, il y a toujours un projet à traiter en fait en connexion, en partenariat avec un industriel associé. Voilà, ça représente des volumes horaires de 140 heures pour la dernière année, 70 pour la deuxième année, avec des groupes de 3 à 4 étudiants chaque fois. Et donc un enseignant qui pilote le projet qu'on choisit par rapport au type de demande qu'on a à l'école. Donc c'est via un peu chaque enseignant-chercheur et puis les contacts qu'on peut avoir, comme aujourd'hui par exemple, ou à d'autres occasions. Et donc pour les stages aussi, alors si ça peut vous intéresser, on a aussi, j'en profite, mais c'est la période donc des stages de fin d'études, c'est la question connexe, c'est pour AgroSubdijon, c'est sur la période avril à fin septembre. Et cette année, donc, c'est étendu jusqu'à la fin décembre, avec les reports que vous connaissez tous. Ok. Est-ce que ceux qui sont à distance ont encore des questions concernant la plateforme ou c'est bon? Attends un petit peu. En attendant, ce que je vous propose, c'est ceux qui sont en physique qui veulent faire la visite. On va y aller. Je vous laisse les accompagner. Oui. Donc, bonne continuation à tous et à très bientôt. Donc, peut-être en physique si vous voulez faire une visite un jour sur Dijon. À ceux qui sont encore là en distance, du coup, vous aurez un compte rendu écrit qui vous sera envoyé par mail. Et donc voilà, si vous avez des questions, vous aurez les contacts de M. Kerboviak, etc. pour interagir avec lui en direct. Je vous remercie. À bientôt.